Salut, ça va vous? Moi je suis forcément un peu ému. Bah ouais, cette vidéo, et j'ignore quand est-ce qu'elle sortira, mais elle signe les 3 ans de ma chaîne YouTube. J'ai publié ma première vidéo le 28 septembre 2022. C'est là que j'ai débuté. On parlait déjà de Stephen King, on parlait déjà de James Ellroy, on parlait déjà de Tolkien. J'étais tout timide et je chuchotais pour pas que les voisins m'entendent. Et j'avais mes écouteurs pour faire genre j'étais en appel téléphonique au cas où. Et rendez-vous compte, on parlait de lecture du mois d'août. En septembre, la dinguerie. Là on est en octobre et on va parler des lectures du mois de mai. Pour vous faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis, voilà, j'ai publié 42 vidéos longues et 59 vidéos courtes. La chaîne comporte aujourd'hui 2 octobre 2025 541 abonnés, plus de 55 000 vues et 1186 heures de visionnage, soit plus de 50 jours non-stop, ce qui est pas mal. Merci vraiment du fond du cœur pour toute cette aventure qui n'aurait pas été possible sans vous et que je souhaite bien évidemment poursuivre aussi longtemps que je peux. Mais bon, on est là pour un sujet précis, ce sont mes lectures du mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Un homme qui vit et qui meurt, et qui vit et qui meurt, et qui vit et qui meurt une bonne quinzaine de fois. Un assassin qui n'assassine plus trop. Un roman hors norme, comme je les aime, mais par l'auteur de l'une de mes pires lectures de 2024. Et enfin, une course-poursuite télévisée complètement zinzin et qui sera bientôt au cinéma. Alors, qu'est-ce que j'ai lu en mai? Alors, on débute ce mois de mai avec un bouquin provenant du pot mystère, Les 15 premières vies d'Harry Auguste. Bah déjà, j'adore le titre. Premier bon élément, le titre. Alors, je connaissais pas du tout le roman, mais j'étais et je suis bien évidemment toujours à la recherche de science-fiction qui propose un truc inattendu. J'ai trouvé la référence sur la vieille page Sens Critique, maintenant inutilisée je crois, d'un ancien influenceur enseignant, dans les goûts duquel je me reconnaissais pas mal au niveau littérature. Et en lisant le résumé, il y a un truc à cliquer. J'ai trouvé cette ignoble édition que je vous remonte dans une librairie occasion. J'ai payé le truc 1,50€ et tant mieux, parce que s'il vous plaît, genre franchement, n'imprimez jamais le prix sur la couverture. Je pense qu'on aime tous le livre en tant que bel objet, et avoir ça, bah franchement, ça donne pas envie, c'est pas gage de qualité. Tu mets une pastille que tu colles, après tu décolles, vas-y, c'est très bien. Voilà, j'en ai gros sur le cœur, on a vraiment l'impression d'un roman pauvre et bon marché, et que la qualité intrinsèque va pas être bonne. Bah non. C'est pas vendeur. Bref, en tout cas, Les 15 premières vies d'Harry Auguste, c'est écrit par Claire North et c'est publié en 2014 par les éditions Delpierre. Avec ce roman, Claire North, elle a obtenu le prix John Wood Campbell Memorial 2015 du meilleur roman de science-fiction, devant Le problème votre corps de Liu Cixin ou encore la trilogie du Rempart Sud de Jeff Vandermeer, le fameux Jeff, encore lui. Claire North, elle est particulièrement productive et précoce parce qu'elle a publié son premier roman en 2002 alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à 16 ans? Parce que moi je passais le bac de français et c'était pas fameux. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les 15 premières vies d'Harry Auguste? Déjà, c'est un bouquin qui traite du voyage dans le temps d'une manière que j'ai rarement croisée en littérature jusque-là. Bon, alors le roman, il s'ouvre sur un type banal qui est né en 1917 dans des conditions assez difficiles. Il mène une vie normale pour cette époque et il meurt à l'âge de 72 ans, ou en 1989. Bah bien évidemment, ça s'arrête pas là. Il se réveille en 1917 dans son corps de nourrisson avec tous ses souvenirs intacts à l'âge où son cerveau est assez développé pour s'en souvenir. Et il va devenir fou. Il va câbler. Il va se réengager dans une vie et mourir. Et encore, et encore, et encore. En fait, Harry Auguste, c'est un ouroborien. Il va renaître à chacune de ses morts avec les souvenirs de toutes les vies qu'il a vécues précédemment. Et alors qu'il arrive au bout de sa 11e vie, il y a une petite fille qui va venir lui voir et qui va lui dire que la fin du monde se rapproche à chaque fois qu'il recommence sa vie. Harry, il va donc devoir mener l'enquête et essayer de changer le cours des choses dans le délai de vie qui lui reste. Et alors, j'en ai pensé quoi des 15 premières vies d'Harry Auguste? Bah, c'était vraiment trop cool. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu un truc qui m'avait pas chopé comme ça, là, par le col. Je peux vous dire que c'était en novembre 2024 et c'était Possession de Paul Tremblay, que je vous conseille encore. Allez-y, parce que c'était vraiment trop bien. Donc, les 15 premières vies d'Harry Auguste, c'est un récit qui est hyper inventif, je trouve, et sur sa première moitié qui est vraiment parfait. Il faiblit un peu dans sa deuxième partie, mais n'en parlons pas. Dans sa première moitié, le récit se compose en une espèce de voyage initiatique halluciné, au cours duquel Harry Auguste il cherche un peu une réponse à sa condition, qui est une situation infernale et infinie. Il revit sa vie sans arrêt, mais il choisit comment. Il va explorer chaque continent, chaque pays, chaque culture, et trouver une réponse à lui-même. Dans la deuxième partie, Harry Auguste, on lui donne cette quête de découvrir pourquoi la fin du monde se rapproche de plus en plus. Donc là, c'est un peu plus faible, mais ça reste chambé tout de même. L'enquête autour de cette identité mystère, qui veut la fin est top, mais on ressent tout de même un petit manque d'ampleur. Le principe des vies infinies était tellement cool qu'on a l'impression que Claire North ne va pas jusqu'au bout de l'idée. Mais c'est juste un détail. Je voudrais faire une vraie mention spéciale à la manière de communiquer dans le passé, que j'adore. L'information, elle est transmise par la génération passée, par genre apprentissage. Donc tu vois, l'adulte qui décède avec une nouvelle information, il va l'assimiler. Donc il décède en 2000, il aura assimilé l'information, et quand il va renaître, l'information sera en lui. Donc mettons, il renaît en 1930, il va pouvoir la transmettre à un adulte 2000
1930, qui a bientôt décédé, et quand lui-même décédera, son lui du passé, mettons de 1860, va s'en souvenir. Donc par ce moyen-là, tu fais transmettre une information au passé, et je trouve ça génial. Voilà. Donc globalement, c'est ma recommandation du mois. N'hésitez pas à y foncer. On poursuit nos bêtises avec le 4e tome de la saga de l'Assassin Royal, écrit par l'autrice américaine Robin Hobb. Ce tome, c'est pas marqué sur la couverture, mais ce tome s'intitule Le Poison de la Vengeance. Le Poison de la Vengeance est publié en 1997 aux États-Unis, puis en 2000 en France, grâce à la maison d'édition Pygmalion. C'est une saga de fantasy qui est bien solide sur ses appuis, c'est un classique universel du genre. J'ai commencé l'aventure avec un peu d'appréhension en octobre 2023, et j'avais beaucoup aimé l'introduction à un univers très riche et très dense. J'avais beaucoup moins été convaincu par le tome 2, beaucoup plus faible, lu en mars 2024, mais l'espoir était revenu avec un 3e tome très intense, que j'avais lu en décembre 2024. Donc voilà, je prends vraiment mon temps avec cette saga, un peu trop certainement, mais au moins je suis pas lassé, hein, sauf que je vais jamais en finir. Enfin, le succès d'estime est mérité. Par contre, les experts de la saga, ceux qui ont tout lu là, tout, vraiment tout, je vais avoir besoin de votre aide parce que j'y comprends rien au cycle, et tout le machin chouette là. Je dis quoi après le 6e tome? On change d'histoire? Les aventuriers de la mer ou machin? Je fais quoi ensuite? Ouais non mais alors, il se passe quoi dans le Poison de la Vengeance? Et puis globalement, hein, il se passe quoi dans l'Assassin Royal, hein, parce qu'on a tout oublié. Alors il est question de Fitz-Chevalery, c'est le fils illégitime du prince héritier du royaume des Six Duchés. Fitz-Chevalery, il a abandonné quand il est bébé, il est laissé à son grand-père maternel. Sauf qu'un enfant, bah ça coûte cher, surtout quand on est pauvre. Alors le grand-père, il le laisse devant une caserne militaire quand Fitz-Chevalery a 6 ans. Donc il le rend à la cour des Six Duchés, en quelque sorte. Hein. On va bien trouver une utilité à ce petit bâtard. Tout d'abord aux écuries, hein, où le maître des lieux, Burich, il va le prendre sous son aile. Ça va être un peu son fils adoptif. Et ensuite, Fitz-Chevalery, il va devenir assassin pour le compte du roi. Mais la présence de Fitz-Chevalery, ça fout le bordel, hein, dans la cour des Six Duchés et dans le jeu de pouvoir. Il y en a qui vont chercher à se débarrasser de lui pour accéder plus vite au trône. Très bien tout ça, mais il se passe quoi dans le 4e tome? Alors je vais pas répondre à cette question. Je te le dis, parce que j'ai pas envie de spoiler. Surtout que le 3e tome, il se termine par une dinguerie. Une vraie dinguerie, hein, pas un faux truc et tout, donc je peux pas vous en parler. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, j'ai kiffé, hein. Confiance en Robin Hobb, parce que j'avais vraiment envie de décrocher au 2nd tome. Mais là, ce 4e, il est bien audacieux. La dinguerie de fin du 3e tome dont je vous parlais, elle était déjà audacieuse. Hein. Et donc on continue dans cette voie et c'est très cool. On est presque sur un redémarrage à zéro. Il y a une fibre très dramatique, très j'abandonne tout ce que je connais, donc nécessairement très triste et très mélancolique. J'ai bien aimé. C'est désespéré, et on va pas se mentir. Quand les personnages ils sont bien au fond du trou là et qui commencent à rebondir, bah j'aime bien, c'est ce que je préfère, c'est vraiment ce que je préfère. C'est très bien écrit, c'est rythmé, on y croit et on apprécie Fitz-Chevalery, les événements ils s'enchaînent bien. Par contre, j'ai un peu du mal à voir où ça va, quelle sera la suite. C'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, c'est cool d'être surpris si la surprise fonctionne, mais très clairement, là, dans ce tome, Fitz-Chevalery cherche à se venger. C'est l'histoire du roman et c'est tout. C'est très cool, hein, c'est très cool. Mais, bah c'est une histoire clos en soi, on n'avance pas dans la grande intrigue que nous réserve l'Assassin Royal. Ça manque un peu d'ampleur, du coup, j'ai envie d'en savoir plus vite. Peut-être je suis juste trop impatient. Ensuite j'ai lu La Cité des Saints et des Fous. La Cité des Saints et des Fous, c'est un bouquin écrit par Jeff Vandermeer. Aux États-Unis c'est publié en 2001, c'est en 2006 en France grâce à la maison d'édition Calman Levy. Jeff Vandermeer, c'est l'auteur de la trilogie du Rempart Sud, qui débute avec l'exceptionnel Annihilation, qui pour moi est une référence de la science-fiction horrifique, que j'ai sincèrement adoré, mais qui se poursuit avec les ignobles Autorité et Acceptation, qui sont vraiment, je trouve, honteux de prétention, écrit par un auteur qui est gonflé par son propre succès. Ouais, j'entretiens vraiment une relation chaud-froid avec Jeff Vandermeer, voire même brûlant gelé, hein, puisqu'il était tout autant présent dans mon top 5 des meilleurs romans 2024 avec Annihilation, que dans mon pire 5 2024 avec Acceptation et l'autre, là, Autorité, je sais plus. Donc d'ailleurs, le bonhomme en ce moment, il écrit un préquel à la saga Rempart Sud, qui sort même ce mois-ci, donc je vais le lire avec beaucoup de circonspection. Mais je suis prompt à pardonner, alors je me suis lancé dans l'aventure de La Cité des Saints et des Fous. Une aventure, ouais, parce que ça a l'air d'être un bouquin de zinzin. D'ailleurs, Jeff Vandermeer, il obtient le prix Cafard Cosmique en 2007 avec ce bouquin. Succédant d'ailleurs à Jean-Philippe Jarowski pour son recueil de nouvelles Janua Vera. Mais de quoi donc parle ce bouquin, je cite, de zinzin? Bonne question ça. Non, parce que c'est un vrai patchwork d'œuvres qui portent intérêt à une ville fictive, la fameuse Cité des Saints et des Fous, Ambre Gris. Ce patchwork, il est agrandi et amélioré au fil des éditions. Il fait partie du mouvement littéraire New Weird, donc c'est une petite modernisation de ce qu'avait développé Lovecraft, porté donc par Jeff Vandermeer lui-même et quelques autres auteurs. Donc l'auteur, il définit ce genre comme prenant
place dans un cadre moderne, urbain, dans un monde alternatif avec des éléments d'horreur surréalistes. La Cité des Saints et des Fous, c'est un objet littéraire qui est bizarre, qui est composé de plusieurs nouvelles, mais aussi d'un livre d'histoire, d'un entretien avec l'auteur lui-même qui est dans l'univers, mais c'est Jeff Vandermeer, brouillant les frontières de la réalité, des analyses psychologiques de patients, d'hôpital psychiatrique, il y a une étude approfondie du calamar royal, il y a un dictionnaire. Je peux pas vous résumer tout ça, faut vraiment se plonger dans le délire, vraiment. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Vraiment, c'était trop cool. C'était aussi très bizarre. On est dans l'étrange tant dans le format que dans ce que ça raconte. Et c'est mon truc. C'est mon truc, donc je me doutais un peu que ça allait me plaire, malgré mes réserves sur Jeff Vandermeer. Mais bon, du coup, ça a été écrit avant la trilogie du Rempart Sud, donc avant qu'il prenne le boulard, je pense. Donc on a un truc qui est vraiment très étrange entre les mains. C'est un bouquin univers qui est très riche, qui est assez complexe à prendre en main, mais trop cool sur ce que ça propose. On explore plein de formes de récits, plein d'architecture, dans l'objectif d'explorer cette cité en ambre gris. C'est une dynamique très particulière à travers son histoire, de sa création jusqu'à un présent qui est non défini. On s'éparpille un peu, le traité universitaire sur le calmar géant, genre... ouais, mais on s'étoffe beaucoup et c'est très ingénieux. On a des bouquins qui existent au sein de ce bouquin, des affiches de communication, des règlements d'auberge, des photos d'objets, mais des vraies photos quoi, des vraies photos. Donc il y a une vibe que j'adore et que j'avais adoré dans La Maison des Feuilles, et je trouve que les deux bouquins ils ont beaucoup de similarités. On a l'impression d'avoir trouvé un manuscrit qui provient d'un autre univers. C'est vraiment engageant, je trouve. C'est trop cool. C'est ce que je préfère en littérature. L'impact est vraiment durable, je me souviendrai de La Cité des Saints et des Fous assez longtemps. Merci Jeff. Pour conclure ce petit mois de mai avec seulement 4 bouquins lus, on va discuter d'un classique, d'un de mes romans favoris par un de mes auteurs préférés. On en a déjà parlé ici, mais très succinctement. Il était 3ème dans mon classement des 25 meilleurs romans de Stephen King. Aujourd'hui, on discute donc de Running Man de Stephen King. Donc Running Man, c'est publié en 1982 aux États-Unis sous le pseudonyme Richard Bachman. Richard Bachman, c'était une identité secrète que King utilisait au début de sa carrière littéraire, mais quand il avait déjà un peu de succès, pour publier plus d'un roman par an. C'était la règle à l'époque des maisons d'édition. Aussi, ça lui permettait aussi de s'éloigner de l'horreur qu'on attendait de lui pour se plonger dans d'autres genres. D'ailleurs, avant d'être un des meilleurs romans de Stephen King, The Running Man, il a longtemps été rejeté par les maisons d'édition. Il a été écrit au début des années 70, mais il sera publié que 10 ans plus tard, une fois le succès de Stephen King installé. Le 19 novembre, le mois prochain sort une adaptation de The Running Man au cinéma. Et c'est une adaptation à laquelle je crois beaucoup. C'est réalisé par Edgar Wright, le réalisateur de la trilogie Cornetto, de Scott Pilgrim, de Baby Driver. Et le casting il est cool aussi, il y a Glenn Powell, il y a l'exceptionnel Colman Domingo que j'adore, il y a Josh Brolin, il y a Michael Cera, donc les attentes sont très hautes. Et alors de quoi ça parle Running Man? Alors c'est un roman dystopique, on est aux États-Unis en 2025, mais genre pour nous c'est en 2060 quoi. Le pays il est rongé par la pauvreté et la violence. Les plus démunis s'en sortent plus, et pour distraire les citoyens, le gouvernement qui est tyrannique, il a développé des jeux télévisés dans lesquels les pauvres sont amenés à participer pour gagner un peu d'argent au détriment de leur vie. Et le jeu le plus populaire c'est un jeu qui s'appelle La Grande Track, et pendant 30 jours, il y a un candidat qui va devoir survivre à des tueurs qui sont surentraînés, qui sont des agents gouvernementaux. Les téléspectateurs, ils sont invités à participer à ce jeu, c'est-à-dire à dénoncer le candidat en aidant les agents, et chaque indice que les téléspectateurs donnent aux agents, qui se vérifient, sera récompensé d'une somme d'argent. Tout le monde est une balance. Plus le candidat survit, plus sa famille devient riche. Et justement, la famille de Ben Richards, le personnage principal, est très mal en point. Sa fille, Cathy, est gravement malade, et ni Ben, ni Sheila, sa femme, ne peuvent payer le traitement. Alors Ben, il va se lancer dans ce jeu, La Grande Track, et aux yeux du monde, et au péril de ceux qui l'aiment. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Running Man? Toi-même, tu sais que j'ai adoré. Pourtant, j'avais un peu peur de la nostalgie qui déforme les souvenirs des œuvres qu'on aime. Et une fois qu'on s'y replonge, on s'aperçoit que c'est pas si bien. Tu vois, avoir aimé une œuvre quand on a 17 ans, ça veut pas dire nécessairement qu'on l'aime quand on a 29 ans. J'ai adoré, j'ai trouvé ça tout aussi bien. Déjà, c'est une œuvre intemporelle, et on le voit bien aujourd'hui. Dans le bouquin, on est dans une société fasciste, de contrôle et d'exploitation des pauvres, une société qui sert de la télévision pour contrôler les populations et influer sur les esprits. Donc cette société fasciste, elle a tout un système d'émissions télévisées, au cours desquelles les gens ils s'humilient pour de l'argent. Voilà, tout ça c'est très actuel, et c'est très flippant. Pour les qualités narratives en tant que telles, parce qu'on va parler du bouquin, c'était génial. La première partie, elle te met bien dans l'ambiance, c'est assez lent mais nécessaire pour planter un contexte. Quand le jeu commence, le rythme s'emballe et tout s'enchaîne tellement vite que ça en devient irrespirable. Ben Richards, c'est un personnage auquel on s'attache, malgré et grâce à son cynisme et sa colère. La fin est époustouflante et c'est l'une de mes fins préférées de roman. Voilà tout pour le mois de mai. Moi, très satisfaisant en termes de lecture. Je suis content d'avoir tout pardonné à Jeff Vandermeer, et encore plus heureux d'avoir trouvé une autrice de science-fiction très prometteuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner. Le mois prochain, on va parler de gens qui dorment en marchant, qui marchent en dormant pendant 1300 pages. 1300 pages. On va parler d'un des bouquins les plus importants que j'ai lus, celui-là.
On va parler d'un gars peu courageux et enfin de mon roman préféré de Stephen King. Alors à très vite, salut!